Bien, bonjour à tous. Je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Donc, je suis Hélène Delmotte et je vais avoir le grand plaisir d'animer la journée annuelle d'études de l'APA Finance. Et donc, je vous propose de poursuivre. Donc, nous allons retrouver des grands sportifs. Nous allons donc accueillir, alors ce sera en visio. Donc, nous allons accueillir François Simon, qui est le directeur sportif de l'équipe France Douane. Et nous allons accueillir deux champions, donc Cédric Denuzière, donc qui pratique le paratriathlon, et Priscilla Lézé, que vous connaissez aussi, j'en suis certaine, et donc qui pratique le parajudo, donc deux champions qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Alors, vous êtes là, c'est formidable. Peut-être, Monsieur François Simon, pouvez-vous nous dire quelques mots en introduction de l'équipe France Douane, puis après nous aurons le plaisir donc d'entendre Cédric Denuzière et Priscilla Lézé. Alors, on vous écoute. Et merci beaucoup à tous les trois. Voilà, j'espère que votre Alors, on ne vous séminaire... entend pas, en revanche. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou d'une autre. Oui, alors moi, ça a l'air de fonctionner. On vous entend. Là, c'est bon, c'est parfait. Ok, il y a l'air un petit décalage. Alors, je vous souhaite bien évidemment... nous sommes contents de vous rejoindre. Et puis, je vais vous faire un bref... rappel de l'équipe France Douane. Donc, c'est une structure au sein de la Direction Générale des Douanes qui existe depuis 1958 et qui est vraiment sous cette forme-là depuis 1967. Voilà. Elle comporte aujourd'hui 40 sportifs de haut niveau, répartis d'une manière quasi égale entre les sports d'hiver et les sports d'été. Donc, actuellement, 21 sportifs été et 19 sportifs hiver. Et puis, nous avons 3 sportifs en e-sport qui sont, ou parasportifs qui constituent, on va dire, les athlètes. Voilà, donc Priscilla Lézé qui est avec nous aujourd'hui, Arthur Bauchet pour la partie ski et Loïc Vergniaud au niveau du cyclisme, paracyclisme. Très bien, donc j'imagine que vous êtes un directeur heureux avec cette équipe. Alors déjà oui, puisque l'équipe est très sympathique, fort sympathique. En plus, elle a d'excellents résultats. Donc ça, c'est toujours plus facile de parler quand on a des bons résultats, quand on a des gens qui sont disponibles. Merci encore à Priscilla d'être là. Cédric, on se connaît pas, mais bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir des athlètes et puis de vous rencontrer aussi et de participer à cette conférence. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose d'écouter nos athlètes et après, bien sûr, je vous redonnerai la parole. Donc, Priscilla Lézé, vous êtes avec nous aussi, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je pense que vous n'allez pas tarder. Donc, je rappelle que vous êtes une championne vraiment de parajudo. Entre 2018 et 2022, vous avez remporté le titre de championne de France, moins de 70 kilos. Et donc, pendant 4 années consécutives. Voilà, on est ravis là aussi de vous accueillir. Vous avez également été médaille d'argent au championnat d'Europe en 2022 et vous avez été 5e au championnat du monde. Donc bravo pour votre palmarès. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours? Alors, j'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi. J'étais valide, je voyais très très bien. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Parfait. Donc j'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi le judo, c'était valide, je voyais très très bien. À l'âge de 8 ans, j'ai subi du harcèlement scolaire et du coup j'ai perdu la vue. Et à l'âge de 16 ans, on m'a proposé de rentrer en équipe de France de parajudo et j'ai accepté avec grand plaisir. Et j'ai commencé à faire des compétitions, des résultats en compétition en équipe de France para. Je suis plusieurs fois championne de France. J'ai fait 2e en 2022 au championnat d'Europe et première au championnat d'Europe en 2023. 5e en 2022 au championnat du monde et j'ai participé aux Jeux paralympiques. J'ai fait 7e.
Eh ben, écoutez, bravo. Est-ce que vous Merci. pouvez nous dire comment vous avez vécu les Jeux paralympiques? Alors bien sûr, il y a la performance sportive, mais peut-être l'environnement, tout cet engouement qu'on a pu constater. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un bon signal là qui a été envoyé avec ces Jeux, qu'on va complètement changer de regard? C'était très compliqué. Enfin, les émotions étaient présentes, donc en fait, c'était très compliqué de gérer les émotions en même temps, la pression. Mais ça reste une ambiance extraordinaire et franchement, je le souhaite à tout le monde de le vivre. Euh, Après, ben, le résultat c'était pas le résultat attendu, malheureusement. La pression a beaucoup pris le dessus. Mais par contre, voilà, je me remets d'aplomb pour être prête pour 2028. D'accord, formidable. Et dites-moi donc, comment est-ce qu'on concilie une activité professionnelle et une carrière d'athlète de haut niveau? Alors, c'est pas évident parce que on sait tous que le judo, ce n'est pas un sport professionnel. On n'est pas des professionnels. On est vraiment des amateurs. Donc, ben, on a la chance d'avoir un contrat d'insertion professionnelle avec la douane, d'avoir fait des entretiens d'embauche avec la douane, avec l'équipe de France Douane, pour nous aider à avancer et aller le plus loin possible dans notre sport. Et puis, grâce à eux, ben, déjà leur accompagnement, et puis on fait d'autres rencontres aussi. On répond présent quand ils ont besoin de nous, quand il faut faire des événements. Et grâce à eux, ben, on peut vivre de notre passion et participer aux événements qu'on souhaite. D'accord. Et donc, on a un petit peu parlé des Jeux paralympiques. Est-ce que vous pensez que ça peut booster vraiment le développement du parasport? Comment est-ce qu'on pourrait davantage le promouvoir? Alors là, on a retrouvé Cédric. Priscilla, on vous a perdu, mais je pense que vous n'êtes pas loin. Vous m'entendez? Ouais, Bon, ça y est. parfait. Je sais pas si, enfin déjà, je pense que encore plus médiatisé. Je pense que là, ça a été beaucoup médiatisé par rapport aux Jeux de Paris. Si ça peut rester dans la même lancée, ça serait cool aussi. Après, comment le promouvoir, ça serait bien aussi de faire des événements pour montrer que voilà, on a un handicap et qu'on fait du sport et qu'on peut être aussi sportif de haut niveau avec un handicap. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bien sûr, vous restez avec nous, puisqu'on prendra les questions du public. Et j'espère que vous entendez les applaudissements. Oui, j'entends, merci. Merci beaucoup. Alors, Cédric Denisière, je vous ai aperçu, donc je pense que vous allez nous rejoindre avec là aussi un formidable palmarès donc en triathlon, donc en 2023 le premier podium international au championnat du monde. En 2024, vos premiers Jeux paralympiques, vous avez terminé 5e. En octobre 2024, vous avez terminé 4e sous votre contrôle au championnat du monde. Vous avez également été triple champion de France de paratriathlon, donc bravo pour tout ça. Là aussi, est-ce que vous pouvez donc retracer votre parcours, comment vous avez découvert le sport et le sport de haut niveau, en plus pas n'importe quel sport. Et je propose que l'on voit les quelques magnifiques photos que vous avez eu la gentillesse de nous adresser, qui sont des photos des Jeux paralympiques. Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ça fonctionne bien? Parfait. Merci une nouvelle fois déjà à la PAF pour l'invitation à cette journée. Donc, je m'appelle Cédric Denisière, moi j'ai 35 ans, j'ai un handicap qui est de naissance. Je suis né avec un problème au niveau de ma jambe gauche, un problème complet qui se caractérise principalement par une différence de longueur d'à peu près 15 cm entre mes deux jambes. Mais voilà, j'ai mon mollet, j'ai ma cuisse qui sont aussi atrophiées. J'ai toujours fait du sport depuis tout petit, plein de sports, du foot, de l'escrime, du VTT. Et finalement, j'ai découvert le monde du handisport assez tardivement, en 2017 d'abord avec le paracyclisme et puis en 2019 avec le paratriathlon. Donc pour ceux qui connaissent pas le triathlon, c'est l'enchaînement de 3 disciplines, donc la natation, le vélo et la course à pied. Et donc cette année, voilà, j'ai pu participer à mes premiers Jeux à Paris. Donc je fais partie des chanceux qui ont pu nager dans la Seine. Et j'ai terminé voilà, à la 5e place, mais c'était vraiment une expérience incroyable, une compétition qui ressemble à aucune autre que j'avais pu vivre avant, beaucoup d'émotions, le fait aussi que ce soit
en France avec voilà, le public, nos proches qui avaient pu se déplacer. C'était vraiment un moment très particulier et incroyable à vivre. D'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces Jeux paralympiques? Est-ce que vous avez espoir que ça donne une réelle impulsion pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir des sports qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap et peut-être de devenir demain Cédric Denuzière? Ouais, dedans, on avait senti beaucoup d'engouement au niveau des Jeux Olympiques pendant l'été. Et je pense qu'il y a eu encore énormément d'engouement sur les Jeux Paralympiques, même si c'était voilà, début septembre, la rentrée, la reprise du travail pour beaucoup de monde. Mais je pense que voilà, le fait que ce soit aussi que ce soit passé en France, que ce soit énormément télévisé, peut-être autant que les Jeux Olympiques, c'était quelque chose qui n'était pas arrivé par le passé. Et donc rien que le fait qu'il y ait eu voilà, toute cette publicité, toute cette visibilité, ça permet de dédramatiser le handicap, de montrer que même avec plein de types de handicap très différents, on arrive à faire plein de choses juste en trouvant les bonnes adaptations. Donc voilà, si au moins les Jeux paralympiques ont pu permettre ça, de mettre en lumière le handicap et de voilà, s'il peut y avoir un engouement et une suite derrière. Après, si ça peut donner voilà, des idées à des jeunes en situation de handicap ou pas, tout simplement à tout le monde de faire du sport, ça peut être une très bonne chose pour la suite. Très bien. Et donc, même question que pour Priscilla, comment est-ce que on concilie une activité professionnelle avec donc les entraînements et les compétitions au plus haut niveau? Vous travaillez à la DGFIP, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, je ne l'ai pas dit au niveau de côté professionnel. Moi, je suis contrôleur des finances publiques, donc je travaille au service d'impôt des entreprises dans l'Aisne. C'est vrai que concilier à la fois sport de haut niveau et le travail au quotidien, c'est quelque chose de très très compliqué, surtout nous en triathlon, où on a quand même 3 sports qui sont extrêmement chronophages, ça me prend énormément de temps dans la semaine, donc réussir à concilier les deux, c'est très compliqué. Moi, j'avais eu la chance d'obtenir un aménagement de mon emploi du temps là, sur cette année paralympique, donc du 1er janvier au 30 septembre, j'avais été libéré complètement pour pouvoir me consacrer pleinement à la préparation, à la qualification et à la participation aux Jeux paralympiques. Voilà, pour l'instant, j'ai plus d'aménagement de mon emploi du temps, donc c'est très compliqué de réussir à concilier les deux choses. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va s'arranger pour les mois qui viennent, mais c'est vrai que le sport de haut niveau et avoir un travail à temps plein à côté, c'est extrêmement compliqué. Ça fait des journées à rallonge et ça joue sur la fatigue et aussi sur les performances. Alors, on a vu des photos de vous en train de courir, de nager. Est-ce qu'il y a eu des adaptations, notamment sur une prothèse, sur un vélo? Et j'imagine que ça a un coût, puisque on en parlait lors de la table ronde précédente. Comment on fait face à ces coûts? Oui, c'est un autre point en plus des entraînements qui demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Moi, j'ai une prothèse donc pour compenser ma différence de longueur entre mes deux jambes, une prothèse en carbone qui est faite en collaboration avec un prothésiste. C'est énormément de temps, de travail pour vraiment aboutir à une prothèse vraiment sur mesure et qui soit adaptée à la performance sportive de haut niveau. Et c'est du matériel qui est pas du tout pris en charge et qui est extrêmement coûteux, qui en plus s'abîme dans le temps et qu'il faut renouveler assez fréquemment. Moi, j'ai la chance, depuis 2019, d'être soutenu par la MASFIP notamment, donc la Mutuelle d'action sociale des finances publiques. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu sur la table ronde juste avant. Et voilà, sans leur aide, j'aurais pas pu acquérir du matériel aussi onéreux, aussi spécifique. Et donc je les remercie énormément. Ça fait partie aussi du travail à côté, nous, de devoir chercher des mécènes, chercher des sponsors pour réussir à financer nos saisons sportives, donc le matériel, mais aussi le déplacement sur les compétitions, parce que on voit que le résultat et la finalité avec les Jeux à Paris, mais avant tout ça, il y avait eu toute une longue période de préparation, d'achat de matériel, de compétition à l'étranger, et ça, forcément, ça a un coût qui revient à notre charge et on doit trouver les moyens de financer tout ça. Très bien. Et donc, là aussi, comment, selon vous, est-ce qu'on pourrait développer le parasport? En l'ayant montré, en ayant eu énormément de visibilité à Paris, il faudrait espérer qu'il y ait les mêmes choses qui soient mises sur les prochaines compétitions internationales, les grandes compétitions à venir, des championnats du monde, des championnats d'Europe qui soient
aussi bien diffusé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de Français qui ont découvert énormément de sports, le cécifoot, la boccia, qui sont des sports méconnus. Et voilà, ils ont eu une mise en lumière, donc il faut espérer que ça continue, au moins sur les grands événements majeurs, qu'il puisse y avoir voilà, des relais de la part des médias pour continuer à mettre en avant les performances sportives des Français dans tous les sports. Très bien, merci beaucoup Cédric. On vous applaudit, là aussi vous entendez les applaudissements. Merci beaucoup. Vous restez bien sûr également avec nous pour les questions. Et donc François Simon, on vous retrouve, hein, vous venez d'entendre 2 très beaux témoignages. Est-ce que vous avez une réaction à chaud? La réaction à chaud, je crois qu'on a face à nous des athlètes pleinement engagés qui ont été mis en lumière, on va dire à juste titre, puisque souvent ils ont quand même d'énormes difficultés pour pouvoir exercer leur sport dans de très bonnes conditions. Donc c'est vrai que ces Jeux Olympiques en France, à Paris et Paralympiques ont permis à ces athlètes, moi j'ai du mal à dire para-athlètes, à ces Absolument. athlètes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer leur discipline, de pouvoir montrer leur qualité, surtout sur des disciplines qui sont multiples avec le triathlon. Mais voilà, on a pu découvrir des disciplines, voilà, la boccia c'était vraiment particulier, et puis je pense que voilà, ça a mis en avant des athlètes de très très haut niveau avec un engagement très fort, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui nous avons un retard assez important sur ce sujet-là, d'accompagnement, de mise en lumière de ces sportifs, puisque souvent ils sont confrontés à devoir trouver des solutions eux-mêmes, aussi bien pour trouver du matériel, trouver des financements, trouver du temps, dégager du temps, et ils sont assez peu nombreux à pouvoir bénéficier de dispositifs tels que les sportifs de haut niveau de l'équipe France Douane ou de l'armée de champions ou d'autres dispositifs qui sont vraiment spécifiques au très très haut niveau. Mais voilà, on n'a en fait pas suffisamment de postes pour accompagner tous ces athlètes dans de très très bonnes conditions. Et vous pouvez peut-être nous détailler l'accompagnement que vous proposez à ces athlètes? Alors l'équipe de France Douane, comme je disais tout à l'heure, c'est une structure qui a à peu près 70 ans d'existence. Elle a accompagné de nombreux athlètes. Les sportifs handi ou para-athlètes sont accompagnés depuis une bonne dizaine d'années, voire un petit peu plus, mais on voit déjà là une vraie différence par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même peut-être 50 ou 60 ans pour se rendre compte que on avait aussi d'autres sportifs de très très haut niveau qui méritaient également de pouvoir être accompagnés dans de très bonnes conditions. Donc je pense que c'est là où on doit quand même encore continuer à progresser, trouver des solutions, essayer peut-être d'être, on va dire, plus solidaire envers ces sportifs, puisqu'ils montrent aussi la voie à des personnes qui sont en situation de handicap et qui, pour diverses raisons, n'osent pas tout simplement s'exprimer, vivre d'une manière tout à fait décente. Et je pense que voilà, la mise en lumière de ces athlètes permet ou permettra à l'avenir d'avoir déjà beaucoup plus de personnes en situation de handicap qui pourront ne serait-ce que se déplacer plus facilement. Très bien. En tant que directeur sportif, vous vous fixez des objectifs, vous fixez des objectifs avec les athlètes. Comment ça se passe? Bien évidemment, quand on est dans le haut niveau, il y a toujours des objectifs. Les premiers à fixer les objectifs, les premiers qui souhaitent fixer les objectifs, ce sont les sportifs, puisque ils ont de toute façon la volonté de bien faire, de faire du mieux possible, de progresser. Ça, c'est vraiment le quotidien d'un athlète. Toujours chercher la performance, toujours chercher les meilleurs moyens, les meilleures dispositions pour pouvoir s'exprimer du mieux possible lors de ces événements. Donc ça, c'est vraiment important. Les objectifs, forcément, on en a, mais aujourd'hui, c'est suspendu à des problématiques de moyens. Et pour avoir des vrais objectifs avec
Paris 2024 ou même pour Los Angeles 2028 si on parle pour les sports d'été, mais 2026 pour les sports d'hiver, c'est dans un an, dans 14 mois, hein, les sports d'hiver, et puis 2030 les Alpes françaises. Pour la partie hiver, il faut impérativement qu'il y ait une prise de conscience dès maintenant. Voilà, on peut pas renouveler, on va dire notre engagement aussi tardivement. Si on veut que les sportifs soient accompagnés, qu'ils soient performants, on ne peut pas les accompagner 2 ou 3 ans avant l'événement. On ne peut pas demander à des athlètes qui vont se préparer pendant 10 ans de les accompagner seulement pendant 2 ans. On a une perte en ligne qui est énorme. Et au vu des coûts et des moyens nécessaires pour performer, il est impératif qu'on soit meilleur sur ces choses-là. Donc je pense que les objectifs, on peut aussi se les fixer nous au niveau de la structure pour essayer d'accompagner du mieux possible tous ces athlètes. Merci. Alors peut-être une dernière question avant de donner la parole à la salle. Vous, comment vous avez vécu les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ? C'était attendu ou c'était une surprise ? Il y a quand même eu il y avait une ambiance particulière, beaucoup d'engouement, tout le monde était derrière eux. C'était juste un moment magique. C'était juste un moment magique. Je pense que, et Priscilla l'a dit justement, un certain nombre d'athlètes ont pu profiter de l'événement, ont réussi à performer. Quelques-uns se sont un petit peu fait engluer ou ont pris la charge émotionnelle de tout ça. Mais je pense que c'était quand même un moment magique. Vivre les Jeux en France, c'est juste exceptionnel. Après, voilà, chaque individu réagit différemment, appréhende ça d'une manière vraiment différente. C'est vrai qu'idéalement, il aurait fallu qu'on puisse les préparer, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on les a accompagnés peut-être trop tardivement pour certaines. Et bien évidemment, moi j'ai vécu ça avec des yeux d'enfant. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. J'étais à leur place il y a quelques années avec les Jeux d'Albertville, donc en France en 92, et je reconnais que c'est un moment magique. Moi, tous ces sourires, toutes ces émotions, toutes ces victoires ou même toutes ces défaites, c'était simplement un moment de partage qui était immense et puis qui a été bien relayé par nos médias français, donc c'était simplement magique, quoi. Merci beaucoup. Alors, je propose de prendre vos questions ou vos réactions. Et voilà, si nos invités ne nous entendent pas bien, je les relayerai, bien évidemment. Il y en a peut-être aussi sur le chat. Non, pas de... Alors, pas de questions ? Oui, madame. Oui, c'était par rapport à l'intervention de ce matin du karaté qui n'avait pas le niveau de haute compétition et la réaction justement par rapport à la personne qui avait eu un aménagement de travail, une libération de son temps et quelle en était justement la projection pour l'emploi du temps actuel où là il reprend son temps plein. Et il doit trouver du temps personnel. Donc en fait, il a une double activité à temps plein puisqu'il doit concilier à la fois le temps d'entraînement plus son travail à temps plein et savoir quelles étaient les dispositions justement par rapport à l'interrogation qui est faite de prévoir les Jeux Olympiques en 2026. Et d'hiver, et au final, on libère du temps que 2 ans avant. Donc, je trouve que c'est compliqué de lancer, par exemple, des jeunes qui veulent se lancer dans le sport de haut niveau. Il faut planifier très en amont et que le milieu professionnel, qui soit fonction publique ou privée, puisse permettre à des personnes de vivre de revenus et de mécénat. Je trouve que c'est complexe. Moi, j'applaudis les efforts qu'on soit en situation de handicap ou en situation de sportif de haut niveau sans handicap. Je trouve que c'est un double effort personnel de concilier à la fois les entraînements plus le travail à un haut niveau de compétence des deux côtés, quoi. Voilà. Donc merci pour
pour votre implication à tout niveau. Voilà. Mais il y a quand même un questionnement de moyens financiers et d'aides professionnelles, d'aménagement de postes de travail pour ces personnes, quoi. Voilà. Merci. Alors, Cédric, Priscilla, François Simon, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Dites-moi, j'aimerais bien peut-être que vous réagissiez tous les trois à ce sujet. Donc, à la fois à la question du temps de préparation pour les compétitions à venir, dès lors que maintenant, ben voilà, les Jeux olympiques et paralympiques sont passés. Cédric, vous disiez, vous avez repris une activité à temps plein, mais en même temps, en 2026 ou en 2028, ça recommence. Donc, comment est-ce qu'on gère tout ça? La question des moyens aussi, hein, bien évidemment. Donc, Cédric, peut-être, avant Priscilla et François Simon. Oui, je veux bien réagir si vous m'entendez aussi. Très bien. Ouais, non, à ce qu'a dit Madame et aussi Monsieur Simon, effectivement, qu'il y ait des choses qui soient mises en place en dernière minute, c'est toujours bien, mais c'est quand même mieux de prévoir les choses à l'avance. On ne devient pas comme ça sportif de haut niveau par magie. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. La progression, elle se fait lentement quand même. Ça prend du temps d'atteindre le plus haut niveau. Moi, pour mon cas personnel, j'ai intégré la DGFIP en 2018 et je suis devenu sportif de haut niveau ensuite en 2023 seulement par le biais de mes résultats. Donc avant de 2018 à 2023, je conciliais un travail à temps plein et mes entraînements à côté. C'était compliqué, mais c'était assez faisable. Et voilà, quand est vraiment arrivée la possibilité de me qualifier aux Jeux à Paris en 2024 et avec ce statut de sportif de haut niveau, bah là, voilà, j'ai sollicité un aménagement de temps de travail parce que ça devenait plus possible de réussir à mener de front deux projets comme ça. Ça empiétait sur beaucoup trop de choses, sur la récupération, sur énormément de choses que je n'avais pas le temps de faire, du kiné, enfin voilà, du travail sur mon matériel, parce que voilà, je l'ai dit, il y a 3 sports, donc il faut essayer d'améliorer son vélo, la prothèse de course à pied, tout ça, ça demande énormément de temps. Donc j'avais pu bénéficier de cet aménagement-là. Pour l'instant, il n'y a plus d'aménagement à l'heure actuelle, mais j'ai bon espoir que ça change pour les mois à venir. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore dans l'inconnu sur la suite. Et là, ça veut dire que j'imagine que vous continuez à vous entraîner à la fois, comme vous dites, hein, natation, vélo et course à pied. Vous le faites quand? Vous le faites le soir? Vous le faites le week-end? Alors, pour l'instant, ça va, on va dire, parce que j'avais droit à une petite pause en fin de saison. Là, c'est les vacances. La saison, moi, s'est terminée mi-octobre, donc c'est pas vraiment des vacances, mais au moins relâcher un petit peu l'intensité et voilà. Mais sinon, oui, en temps normal, c'est voilà, aller m'entraîner le matin, faire une séance de natation à 7 heures souvent, voilà, avant le travail, enchaîner avec la journée de travail. Parfois, j'ai le temps d'aller courir entre midi et 2, mais pas toujours. Et sinon, bah voilà, c'est rajouter une séance le soir en fin de journée de vélo ou de course à pied ou de kiné. Mais forcément, quand il y a 2 emplois du temps comme ça qui se chevauchent, il faut faire des choix et des arbitrages, et c'est forcément au détriment de la performance sportive à la fin, parce qu'on peut pas réussir à tout concilier. C'est très compliqué en tout cas. Et ça, sinon, ce que je faisais énormément avant, c'était que j'avais des week-ends où je chargeais énormément l'entraînement sur les week-ends. Je profitais de ces moments-là où j'avais le temps. Mais voilà, ça veut dire plus rien d'autre à côté que le sport et le travail. Effectivement. Priscilla, peut-être votre réaction là aussi à l'entraînement? Alors, moi, c'est par rapport à Cédric, je vivais que du judo. Enfin, je vis que du judo. Avant, je touchais que la hache. Ça fait que 1 an que je suis en équipe de France douane. Donc, pendant ma carrière du coup professionnelle, je n'avais pas de travail. Je faisais du judo le matin et le soir. Et donc, c'était très compliqué pour moi de relier un travail à côté. Et surtout qu'on faisait beaucoup de stages et beaucoup de compétitions à l'étranger par mois. Donc, je suis présente dans mon club que 2 semaines par mois, on va dire, environ.
quand l'équipe de France Douane m'ont contacté et que j'ai pu faire mon entretien avec eux, ça m'a beaucoup aidé pour aller le plus loin et me projeter pour plus tard. Et voilà, je suis athlète de haut niveau depuis 2017, donc de 2017 à 2023, j'ai dû me débrouiller seule avec ma pension handicapée pour essayer de faire les déplacements comme je pouvais. Donc c'était beaucoup de sacrifices aussi. Effectivement. Merci pour ce témoignage. François Simon, comment vous réagissez? Enfin, déjà, l'équipe France Douane est exemplaire, mais j'imagine que améliorer le sort de ces sportifs, tant sur le plan des entraînements que sur le plan financier, ça fait aussi partie de vos préoccupations. Je ne sais pas si vous m'entendez, François Oui, Simon. bien Merci. évidemment. Non, bien évidemment, c'est une préoccupation, c'est même principal, c'est primordial. Aujourd'hui, on peut pas imaginer, nous, dans nos métiers, on va dire, être performants en ayant toujours quelque chose en tête, en se disant je vais pas y arriver, j'ai pas suffisamment de temps, la concurrence s'entraîne, je suis à la maison. Enfin, on peut pas imaginer être performant dans ces conditions-là. Donc, il faut impérativement que l'on puisse trouver des solutions, peut-être au sein du ministère, peut-être avec d'autres ministères, avec l'Agence nationale du sport, pour aider plus d'athlètes par le biais de conventions, de CIP, les accompagner dans la durée, parce que c'est important. C'est important, il faut qu'on accompagne ces jeunes athlètes pour qu'ils soient présents et qu'ils soient performants au bon moment. Et ça nécessite du temps. Ça nécessite du temps. On peut pas le faire en dernière minute. Alors c'est toujours mieux que rien. On en a parlé tout à l'heure. C'est toujours mieux que rien. Mais on entend nos deux athlètes parler d'un statut d'athlète de haut niveau de 2017 et 2018 pour être accompagnés en 2023 ou voire en début d'année 2024 pour des Jeux en 24. Ça paraît quand même difficile de pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions. Et puis effectivement, on s'aperçoit également que cette aide, elle était limitée, ou en tout cas, elle était programmée sur une courte durée, puisque Cédric, actuellement, n'a pas de dispositif d'accompagnement. Et puis, même si la période budgétaire est assez compliquée, il faut le reconnaître, il faut que l'on puisse trouver des solutions. Sur le financement, l'accompagnement, trouver des solutions pour dégager du temps pour les athlètes qui ont déjà un métier. Pour d'autres, l'accompagnement est un petit peu plus simple, mais pour les athlètes qui ont déjà un métier, il faut qu'on puisse trouver des solutions certainement en interne. Mais je pense que les Jeux de Paris 2024 vont nous aider à en tout cas, convaincre ceux qui ont encore quelques réticences sur le bien fondé d'accompagner des sportifs de haut niveau. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que l'on souhaite. Oui, monsieur, une question. Bonjour. J'ai une question concernant les contrats d'insertion. Supposons qu'on détecte un athlète qui a du potentiel. Comment fait-on pour qu'il puisse avoir un contrat d'insertion, excusez-moi. Et quels sports sont concernés? Est-ce qu'il faut obligatoirement que ça fasse partie des sports olympiques ou les sports qui ne sont pas reconnus par le CIO sont compris peuvent être acceptés dans l'équipe de France des Douanes? François Simon, vous avez entendu la question? Oui. Très bien. Oui, j'ai très bien entendu. Donc effectivement, aujourd'hui, le recrutement des sportifs de haut niveau se fait avec une commission. Cette commission, elle regroupe le ministère des Sports, l'Agence nationale du sport, et puis les fédérations. Donc les fédérations, qui sont des fédérations aujourd'hui, des fédérations olympiques, qui sont concernées par l'olympisme. Pour les autres, et on s'aperçoit que déjà pour les sports olympiques, on a déjà de la difficulté de trouver des contrats ou de la possibilité d'accompagnement. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, si on n'est pas reconnu dans cette filière-là, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des accompagnements
de rentrer dans cette niche, entre guillemets, de sportifs de haut niveau et d'accompagnement par le biais de l'équipe de France Douane. C'est valable également pour l'armée ou pour la police ou pour d'autres institutions qui vont pouvoir soutenir le sport de haut niveau. Donc, c'est pas évident, mais en tout cas, il faut que dans la démarche, dans le processus de recrutement, quelqu'un qui a des facilités, qui a déjà des qualités pour faire du sport de haut niveau. Il faut que la fédération le fasse savoir auprès de l'Agence nationale du sport ou du ministère. Et puis, on reçoit des candidatures. Chaque année, on va étudier un certain nombre de candidatures et on va pouvoir répondre aux dossiers qui nous sont proposés. Voilà. Malheureusement, je dis toujours que je n'ai pas assez de contrats disponibles. Et j'imagine que les choix sont parfois difficiles. Oui, ils sont très compliqués. On ne peut pas oublier que derrière tout ça, il y a de l'humain. Voilà. Et quand il y a de l'humain, il y a de l'affect, et c'est donc compliqué de faire des choix. Et on sait que quand on fait un choix, on va peut-être permettre à un ou une athlète de performer et de pouvoir vivre de son sport. Et quand on répond négativement à des candidatures, eh bien on sait qu'on va aussi peut-être fermer des portes. Et ça, c'est pas toujours évident d'accepter, on va dire, dans cette mission-là. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Oh là, même deux. Eh bien, on va les prendre. Monsieur, on vous écoute. Et bonjour, je voudrais poser la question aux sportifs qui travaillent. Je voudrais savoir par rapport à son travail s'il a un aménagement de son bureau de manière particulière et s'il a des autorisations d'absence pour prendre son travail plus tard le matin ou plus tôt le soir, et s'il a des soins médicaux, est-ce qu'il a des autorisations d'absence? Merci. Cédric Denuzière, la question s'adressait à vous. Vous l'avez entendu? Oui, je voilà, pense... tout ce qui est aménagement pour des soins, pour les entraînements et aménagement de votre poste de travail. Donc non, moi comme je l'ai dit, voilà, j'ai eu droit à des autorisations d'absence là cette année, donc voilà, du 1er janvier au 30 septembre, spécifiquement lié avec les Jeux paralympiques de Paris. J'ai pas d'aménagement lorsque j'ai des rendez-vous médicaux ou autres. J'ai pas d'aménagement non plus particulier de mon poste de travail, on va dire. J'ai pu être absent sur cette période-là. Enfin, on va rentrer dans le technique, mais je travaille au sein d'un service qui est quand même assez grand, qui est départemental maintenant. Donc du coup, je fais partie d'une grande équipe d'une 20aine de personnes, on va dire. Donc je viens en complément de cette équipe-là pour la renforcer, surtout sur les personnes qui sont absentes, en vacances ou malades, etc. Donc il n'y a pas eu de travail qui a été laissé de côté pendant 9 mois. Il y a eu un maintien évidemment du service public pour tout le monde. Mais voilà, j'ai pas de droit particulier non plus pour arriver tardivement ou autre. Je reste sur les horaires comme tout le monde. Je dois pointer dans les plages horaires. J'ai pas de facilité non plus par rapport à ça. J'avais pu en avoir au tout début, je pense que c'était avant la période Covid, tout début 2019, parce que j'allais nager entre midi et 2 et j'arrivais parfois 1 à 2 à 5 minutes, on va dire, en retard sur la plage horaire. Donc il y avait une espèce de tolérance là-dessus, on va dire, sur ces 5 minutes-là. Mais il n'y a pas de choses vraiment particulières mises en place. C'était soit beaucoup de choses mises pour Paris, ou là, en l'occurrence, plus rien du tout pour l'instant. Merci, pardon. Monsieur, on vous écoute. Bonjour. Je voulais savoir comment vous organisez votre vie privée avec votre travail et en plus de ça, vos entraînements. Parce que vous nous dites que donc en fin de compte, que vous partez le matin, vous faites un exercice, ensuite vous allez travailler, le midi vous allez nager, l'après-midi vous allez travailler, et le soir vous allez encore vous entraîner. Mais la vie privée là-dedans, qui est un équilibre quand même aussi pour un sportif, comment vous l'organisez? Vous habitez chez vos parents, je sais pas. Je pense que la question m'est toujours adressée, j'imagine. Oui, tout à fait. Non, vous l'avez très bien compris. La vie privée à côté est très très compliquée parce que voilà, tout ça prend énormément de temps. Non, j'habite pas chez mes parents. J'arrive à me gérer
tout seul à gérer la cuisine, tout le reste, tout ce qui va bien avec. Mais oui, effectivement, ça fait des journées un peu à rallonge et c'est pour ça que voilà, le fait d'avoir été soulagé sur cette période-là des Jeux paralympiques, c'était quelque chose d'énorme. Ça m'a changé complètement la vie. Ça m'a permis de beaucoup mieux m'entraîner dans de meilleures conditions, d'augmenter mon volume d'entraînement, enfin de faire les choses bien mieux que ce que je faisais avant et ça a entraîné aussi une progression. Mais c'était voilà, un peu trop court encore sur une période un peu limitée. Mais non, effectivement, faut réussir à bien jongler, à bien préparer son emploi du temps, bien préparer ses affaires pour que tout se passe plutôt bien. J'ai la chance d'être à 5 minutes du travail, à 10 minutes de la piscine. Voilà, donc j'habite dans une petite ville de l'Aisne, même si c'est la préfecture, il n'y a pas beaucoup de monde et les bouchons ici, ça n'existe pas. Donc on ne perd pas de temps dans les temps de transport et autres, mais voilà, il faut essayer d'optimiser sa journée au maximum pour perdre le moins de temps possible, mais ça laisse peu de place au loisir et au reste. Le temps est consacré au travail et à l'entraînement. Sacrée organisation. Est-ce qu'il y a une toute dernière... Oui, bien sûr, on va vous passer le micro. Et 2 questions encore. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Pourquoi ne pas créer un centre universitaire pour paralympique pour, on va dire, centraliser les athlètes, les infrastructures et pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap pour faire des carrières sportives et faire le lien entre études et sport. Effectivement, vous avez entendu la question qui peut être une proposition. Est-ce que ça vous paraîtrait pertinent? On peut vous poser la question à tous les 3 d'ailleurs. Si vous voulez, je peux commencer à répondre. Oui. Allez-y. Moi qui suis déjà en structure au Pôle France à Marseille, donc c'est un sport-études. J'ai plus l'âge de faire des études. J'ai fini mes études et mes formations, donc du coup c'est pour ça que je me consacre au sport pour atteindre mes objectifs. Et dans le monde du judo, en tout cas, nos structures sont avec les valides et on peut s'entraîner autant que les valides. Donc c'est-à-dire, comme je vous ai dit, le matin et le soir. Il y en a qui s'entraînent le matin, midi et soir. Tout est adapté pour qu'on puisse évoluer et faire ça comme des personnes professionnelles. Merci. Alors Cédric Denuzière ou François Simon, je ne sais pas si vous voulez réagir. Je veux bien réagir aussi, même si je ne suis pas la Allez-y. personne la plus à même de répondre. Je pense que j'ai pas du tout été concerné par ça. Et nous, je pense qu'en triathlon, à la différence de Priscilla, c'est encore assez peu mis en place. Je crois que cette année, pour la première fois, on a un jeune en situation de handicap qui peut être accueilli là dans un pôle du côté de Montpellier, si je dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être en train d'évoluer, peut-être que les choses sont aussi en train de changer pour le futur. Peut-être un des héritages aussi de Paris 2024, j'espère, pourquoi pas. Mais voilà, pour l'instant, nous, en tout cas en triathlon, il y avait assez peu de choses mises en place pour les jeunes en situation de handicap qui voudraient performer à haut niveau pour l'instant, mais j'espère que ça évoluera positivement pour le futur. Merci beaucoup. François Simon, peut-être une réaction également? Oui, je crois que Cédric et Priscilla en ont parlé. Effectivement, les Jeux de Paris 2024 auront certainement permis de mettre en lumière toutes ces difficultés, ces problématiques, pour que les athlètes soient bien aussi dans leur basket, dans leur combinaison, dans leur maillot de bain, dans ce qu'on veut, mais en tout cas dans leur kimono, il faut qu'ils puissent aussi avoir un cursus scolaire ou universitaire adapté. La question ou la notion du choix, ou faire du sport ou faire des études, elle devrait pas se poser. Exactement. On s'aperçoit que quand on voit Cédric, il s'est organisé, il arrive aujourd'hui à un âge très intéressant pour faire du sport de haut niveau, mais tout ce qu'il a mis en place pour arriver là, c'est quand même énormément de temps et de sacrifices. Et c'est vrai que je pense que ça serait quand même bien qu'on puisse profiter et que l'héritage des Jeux de Paris Ce soit ça aussi. vienne vraiment pour trouver des solutions, faire évoluer notre système de détection, d'accompagnement
pour que on ait de plus en plus de sportifs dans un premier temps, de sportifs de haut niveau, puisque plus la base sera large et plus on aura la chance d'avoir des athlètes, et puis des athlètes de haut niveau, mais en tout cas des athlètes, des gens qui pratiquent le sport et qui auront, à mon sens, des valeurs qui sont quand même aujourd'hui assez intéressantes, puisqu'on a quand même pas trop de difficultés avec nos sportifs, ça se passe plutôt bien. Voilà. C'est des gens qui sont souvent bien organisés, bien câblés. Ils ont des objectifs, ils savent se fixer des objectifs, et je pense qu'ils n'ont pas peur de se mettre au travail. Donc, On l'a voilà, vu. pour la réussite et pour un objectif qui est d'abord personnel, mais qui peut être un objectif commun et partagé. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Alors, Nicolas Dran, donc délégué à PAF des Vosges encore. Merci, tout le monde aime bien les Vosges maintenant. Là, je m'intéresserai à Cédric, mais pas que à lui, à toute personne qui est en situation de handicap ou non, d'ailleurs. Ça répond à la question du monsieur de tout à l'heure. Si vous avez des soins à faire, à partir du moment où vous avez une affection longue durée, vous avez le droit à des ASA spéciales pour vos soins dans le cadre de l'ALD. C'est-à-dire que vous devez vous rapprocher des services RH qui vont vous demander de justifier que vous avez une ALD. Et à partir de là, vous pouvez demander une dispense pour une demi-journée pour aller avoir rendez-vous médicaux pour vos soins en lien avec l'ALD. Voilà. Donc, pour vous rapprocher de votre service RH, s'ils ne savent pas, il faut vous rapprocher du délégué à PAF de votre département. Voilà. Donc, Cédric, n'hésitez pas, si vous êtes en ALD, de vous rapprocher de vos RH si vous avez besoin de soins en rapport avec ça. Voilà. Pardon ? Merci beaucoup pour l'information que je n'avais pas. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Une dernière question ou réaction ? J'aurais une question pour Cédric. A-t-il obtenu facilement son aménagement de temps de janvier à septembre comme il travaille à la DGFIP comme moi, j'aimerais savoir. Je fais également du sport, j'aimerais... Très bien. Alors, la DGFIP a-t-elle été bonne élève, si je puis résumer ainsi, Cédric ? Est-ce que ça a été simple ? Je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant ça. Ça a été simple, oui et non. Ça a été quand même assez compliqué et long à se mettre en place. Les discussions ont duré quand même assez longtemps. Moi, je me suis aussi appuyé sur les syndicats qui ont géré ça aussi pour moi. Je m'en suis un petit peu détaché parce que c'était aussi leur envie et leur rôle et ils voulaient me laisser un peu... Parce que ça prend, tout ça, c'est... On parle parfois de charge mentale, ça peut s'ajouter, le fait de ne pas savoir de quoi l'avenir va être fait. Donc au moins de ce côté-là, les discussions, je les ai un peu laissées gérer. Et j'avais juste obtenu la décision en fin d'année 2023, donc juste avant cette période-là qui a débuté. Donc les discussions ont été quand même assez longues, elles ont pris plusieurs mois, et c'est vraiment avec l'aide de courrier d'appui de ma fédération de triathlon, en leur montrant aussi quand même que j'étais en bon chemin pour me qualifier pour les Jeux à Paris et que ça nécessiterait voilà, de participer à des stages, d'avoir beaucoup de déplacements, de participer à des compétitions. Donc ça va être une année 2024 extrêmement chargée. Donc c'est avec tous ces arguments-là, on va dire que j'avais réussi à obtenir cet aménagement-là, mais ça avait été quand même assez long et un peu complexe. Voilà. Merci beaucoup. Plus de questions. Je me tourne vers Thibaut également pour le chat. Non, très bien. Écoutez, vraiment, on vous applaudit tous les trois. Hein, Cédric Denuzière, Priscilla Lézé, François Simon, bravo. Et on continuera hein, bien évidemment de vous suivre. Merci vraiment beaucoup à tous les trois. C'était un très très beau moment encore. Écoutez, nous arrivons au terme hein, de cette journée déjà, qui a été, je pense, particulièrement riche. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer, beaucoup de sujets très variés, beaucoup d'espoir, une tonalité très positive. Et je tenais, avant de passer la parole à Thibaut Langlois pour un mot de conclusion, à vous remercier, vous, Catherine, hein, je vous regarde, et à vous remercier, vous, Thibaut, parce que c'était aussi un grand plaisir pour moi de travailler avec vous. Et merci pour votre réactivité, pour votre confiance et bravo à tous pour votre engagement. Thibaut, peut-être quelques mots de conclusion ? Vous voulez aller où ? Oui, comme vous voulez.
Bon, je m'excuse, j'ai également des problèmes, des petits problèmes matériels à régler. Je remercie Hélène Delmotte d'avoir animé cette journée et avoir su donner la parole aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Donner la parole, c'est parfois plus compliqué que de la prendre, et qu'elle en soit remerciée. Je voudrais également saluer les équipes du casque de Bercy et de l'audiovisuel qui ont dû supporter nos caprices pendant toute cette journée et sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Et qu'ils en soient remerciés également. Et bien sûr, il faut que je remercie également tous les membres de notre association qui ont rendu cette journée possible, qui ont contribué à l'organiser. Je pense tout spécialement à Catherine Ledu, notre vice-secrétaire générale, qui a co-organisé cet événement, mais aussi à tous les membres du bureau qui, à un moment ou à un autre, à un titre ou à un autre, y ont contribué, toutes et tous, Laura, Jones, Thierry, Jean-Georges, Sabine aussi, qu'ils en soient toutes et tous remerciés. Et bien sûr, les autres membres du groupe de travail, notamment Karine Champagne et Audrey Couret-Topal qui est intervenue aujourd'hui, et je l'en remercie et je l'en félicite, ainsi que Mumtaz et Cécile qui en sont également membres. Eh bien, pour conclure cette journée, je citerai notre secrétaire administrative Isabelle. Le handicap, c'est compliqué. Je ne vous apprends rien. C'est compliqué. Et on a pu voir tout au long de cette journée que tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, et que il y a beaucoup à faire, systématiquement beaucoup à faire, pour permettre à chacun d'accéder aux vacances qui lui conviennent, pour permettre à chacun d'assister à des spectacles, de se cultiver, de faire du sport. Néanmoins, je pense que cette journée, vous êtes toutes et tous convaincus que les bénéfices qui en découlent en valent la peine. Et valent la peine que dans ce long combat qu'est la vie, on mette les moyens pour ne pas se limiter à l'essentiel, mais faire aussi en sorte que ce sel de la vie que sont les loisirs, eh bien, ce sel de la vie que sont les loisirs, les personnes en situation de handicap, mais aussi leurs aidants en bénéficient eux aussi. Parce que à la fin, bon, dans ce combat qui de toute manière se finit toujours mal, c'est faut pas trop se faire d'illusions, mais dans ce combat qui se finit toujours mal, on peut tout de même remporter quelques victoires d'étape et quelques victoires d'étape dont on va se souvenir. Et alors, en ce qui me concerne, je vous avais dit que les loisirs c'était pas mon truc, mais vous souvenez quand même qu'avec mes sacrés bouquins, eh bien, c'est aussi quelque chose qui, à titre personnel, m'a donné dans les moments difficiles le goût de vivre et le goût de vivre pleinement, de m'accomplir, de me réaliser, de me dépasser, de faire des choses que j'aurais jamais cru possible, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et ce qu'on va réaliser ce qu'on va réaliser à travers ce dépassement, c'est finalement ce qu'à la fin on va retenir. Et ce qui m'est tout en réfléchissant à cette conclusion, ce qui m'est tout de suite venu en tête, c'est ce tout petit paragraphe d'un roman fleuve, La recherche du temps perdu de Marcel Proust, où il est question de la mort du grand écrivain Bergotte. Un passage où il est question de la survivance de son œuvre, de ce que cet homme a réussi à créer, qui est sans doute tout à fait futile dans son existence, mais ce qui lui a survécu. Et je voudrais vous lire ce passage. Voyons. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre,
aux vitrines éclairées, ces livres, disposés 3 par 3, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection. À la fin, c'est ce qui reste, et je leur ai suffisamment dit. Je voudrais également citer une autre grande penseuse qui est Juju, la fille d'Audrey, puisque elle a dit c'est la lutte. C'est la lutte, et bizarrement, là aussi une chose à laquelle j'ai pensé spontanément, c'était ce poème des châtiments de Victor Hugo qui, il y a 170 ans de ça, écrivait presque exactement la même chose. Et bon, là aussi, je ne peux pas m'empêcher de conclure en vous lisant ces quelques vers. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissent ce l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, et je pense que c'est peut-être la meilleure conclusion que je pouvais donner à cette journée d'études. Je vous remercie toutes et tous. Et évidemment, j'ai encore oublié quelque chose. Pour toutes celles et ceux qui sont avec nous physiquement et à distance, nous avons préparé un questionnaire d'évaluation pour que vous puissiez nous faire savoir ce que vous avez pensé de cette journée. N'hésitez pas, pour ceux qui ont la version papier, à nous rendre le papier complété. Et pour toutes celles et ceux qui nous ont suivis à distance, on va vous envoyer un lien dans le chat. Ne vous déconnectez pas tout de suite pour que vous puissiez le télécharger. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous ne l'avez pas eu. Et je vous remercie. Ça nous permettra de nous améliorer pour la suite. Je voulais remercier particulièrement Thibaut parce que je crois qu'on a formé un sacré binôme pour préparer cette journée et remercier effectivement toute l'équipe autour qui nous a grandement aidés. Alors merci à tous et merci d'avoir été là.